Alors, bienvenue à ce webinaire Renforcer la relation client. Le webinaire au cours duquel je vais vous proposer non pas moins que 1001 tactiques pour déployer et renforcer la relation client. Je tenais d'abord à vous rassurer en première approche sur un point en particulier. Nous n'allons pas passer en revue les 1001 tactiques, chacune d'entre elles, façon inventaire à l'après-vert. A contrario, je vais vous présenter plutôt un certain nombre de concepts qui vous permettront vous-même, le moment venu, de pouvoir créer facilement ces 1001 tactiques. Alors, vous allez voir dans quelques minutes comment on va procéder. Premièrement, pourquoi ce webinaire, ou tout au moins pourquoi ce thème sur ce webinaire? Si on revient quelques décennies en arrière, dans un contexte passé où la concurrence était moins abondante, et il était plus facile de conserver sa clientèle. Mais avec la globalisation des échanges, je dirais, et surtout l'intensification de la concurrence, eh bien, c'est la stabilité des relations commerciales qui est mise à rude épreuve. Et on entend souvent que la clientèle est moins fidèle, alors que c'est souvent l'offre qui est plus abondante. Donc l'enjeu est bien celui de renforcer sa relation client pour sortir du lot et pouvoir se distinguer un petit peu, ou même très fortement, de ce que peuvent faire les concurrents. Alors, nous allons pouvoir procéder au démarrage de ce webinaire. Donc moi, je suis Jimmy Beto, je guide les dirigeants dans la construction ou dans le dédale de la construction d'une entreprise pour qu'ils aillent plus loin, plus haut, plus efficacement dans la construction d'une entreprise qui fonctionne. Et par entreprise qui fonctionne, j'entends une entreprise qui leur permette de vivre pleinement. Alors, je fais ça en tant que coach d'affaires depuis 2010 et à travers la franchise et le réseau Action Coach, qui est une franchise internationale de coaching d'affaires. Alors aujourd'hui, on va aborder ce webinaire, ce sujet sur le renforcement ou renforcer sa relation client. Je lance la présentation. Alors, sur cette partie relation client, un premier concept qui me semble intéressant à aborder est le concept du compte émotionnel. Alors, l'idée, c'est de partir de l'analogie de la relation que vous pourriez avoir avec votre banquier ou avec votre chargé commercial dans l'organisme bancaire dans lequel vous avez vos économies ou vos finances. Ce banquier met à votre disposition un compte sur lequel vous allez mettre de l'argent. Eh bien, vous pouvez envisager la relation que vous allez avoir avec lui de la même manière que la relation que vous allez avoir avec votre client, avec l'analogie que votre client va mettre à votre disposition un compte émotionnel sur lequel vous allez pouvoir aussi faire des apports, faire des dépôts. Vous allez conduire un certain nombre d'actions pour pouvoir générer un compte émotionnel positif, générer de l'émotion positive à l'égard ou pour votre client. Alors, au même titre que votre banquier, si vous vivez à découvert trop longtemps ou sur des périodes trop longues, eh bien, vous risquez de voir la relation avec votre banquier se dégrader. Eh bien, pour la relation que vous allez avoir avec votre client, eh bien, ce sera identique. Si vous vivez à crédit, si vous demandez beaucoup à votre client sans donner en retour, si vous demandez, je ne sais pas, des augmentations tarifaires, si vous demandez régulièrement de régler des prestations, si vous demandez des recommandations pour qu'ils vous mettent en contact avec des amis, des proches, des personnes de sa famille pour venir augmenter votre clientèle, eh bien, si vous sollicitez toujours votre client, eh bien, vous faites des retraits sur le compte émotionnel, vous ne faites pas de dépôt. Donc, si vous vivez aussi à crédit émotionnel à l'égard de votre client, vous risquez de détériorer la relation que vous allez avoir avec lui. Donc, dans cette optique de renforcer la relation client, veillez à déposer des émotions positives régulières et effectuer plus de dépôts que de retraits pour envisager l'établissement d'une relation forte qui va aussi vous permettre d'augmenter la valeur à vie de votre client. Alors, la valeur à vie de votre client, c'est
c'est un concept aussi qu'on utilise en marketing en parallèle de celui de coût d'acquisition d'un client. Le coût d'acquisition d'un client, c'est l'argent que vous dépensez, que vous investissez pour qu'un client devienne client chez vous. Et la valeur à vie, eh bien, c'est l'ensemble des éléments financiers que le client va vous apporter depuis la première transaction qu'il va réaliser avec vous jusqu'à sa dernière transaction qu'il réalisera avec votre entreprise. Donc, cette valeur à vie va intégrer différentes notions, comme combien votre client dépense chez vous sur l'ensemble de la période avec laquelle il entretient une relation commerciale avec vous, et vous-même entretenez cette relation commerciale. Alors, on parle de moyenne parmi tous vos clients, parce qu'il y a des clients qui peuvent venir ponctuellement chez vous une fois et ne revenir jamais, et puis d'autres qui peuvent rester 20 ou 30 ans. Et ce qu'on va regarder, c'est la valeur moyenne à vie de vos clients, qui va être en fait une cote entre 0 si la personne vient une fois, et puis peut-être 30 ou 40 ans si la personne vient là toute sa vie. Donc voilà, ça va nous donner une période moyenne, et au cours de cette période moyenne, quelle est la somme d'argent que le client aura dépensé chez vous. C'est un des premiers critères dans la définition de la valeur à vie. Dans la valeur à vie aussi, on a à quelle fréquence le client vient chez vous. Est-ce qu'il vient chez vous une fois par an? Est-ce qu'il vient chez vous une fois par jour? Est-ce qu'il vient chez vous une fois tous les 10 ans? Voilà, la fréquence aussi va avoir un impact sur la valeur à vie. Et pendant combien de temps? Donc, c'est ce que je disais, entre 0 s'il vient une seule fois et ne revient jamais, et 30 ans ou 40 ans s'il vient chez vous à vie. Voilà, cette période va avoir un impact aussi sur la valeur à vie de ce client. Le nombre de recommandations qu'il va vous faire, c'est-à-dire le nombre de mises en relation avec des proches à lui, des amis, de la famille, eh bien, ça va être aussi important dans la valeur à vie d'un client. Plus un client viendra acheter vos prestations, vos biens, vos services, et plus il vous mettra en relation avec ses proches, plus sa valeur à vie sera importante. Et plus vous aurez intérêt à construire un relationnel fort avec lui pour ne pas perdre les clients qui ont une valeur à vie élevée. Et réciproquement, je dirais, plus vous allez travailler à construire le relationnel et à renforcer le relationnel avec vos clients, eh bien, plus vous allez augmenter aussi la valeur à vie de ce client. Pour établir, renforcer, construire cette relation, vous avez dû aussi constater qu'il était plus facile de le faire avec des clients avec qui vous vous entendez bien. Et ce concept-là, je le rapproche de votre client idéal. Un client idéal, c'est le client parmi l'ensemble des personnes qui pourraient être susceptibles d'acheter vos biens et vos services. Le client idéal, c'est celui qui présente un certain nombre de critères qui font que si vous aviez 100% de clients idéaux, vous seriez aux anges, c'est-à-dire des gens qui ont les valeurs qui vous correspondent, des gens qui ont un état d'esprit qui vous correspond, des gens qui règlent les prestations que vous leur réalisez à leur juste valeur. Donc, un certain nombre de critères, c'est à vous de définir ces critères qui vont caractériser votre client idéal. Mais ce sera plus facile d'entretenir une relation positive mais forte avec un client idéal. Vous saurez mieux comment communiquer avec lui qu'avec un client épouvantable. Alors, ce qu'on observe souvent, c'est que les clients épouvantables, s'il en est, sont souvent ceux qui nous sollicitent le plus parce qu'ils ne sont jamais contents, et c'est souvent ceux qui vont nous mobiliser ou prendre le plus de notre temps, et ce, au détriment de nos clients idéaux, de nos meilleurs clients. Alors, c'est toujours un peu frustrant et voire même contre-productif, parce que certains bons clients peuvent se sentir négligés et aller voir ailleurs, tout simplement parce que vous êtes trop occupé à vous occuper des clients épouvantables. Donc, il y a une sorte de cercle vicieux de ce côté-là que je vous invite aussi à essayer de casser, si tant est que vous soyez pris dedans. Alors, qui est votre client idéal? Qui est client idéal, pardon? Eh bien, c'est le client avec qui vous avez le plus de facilité à vous comprendre, qui correspond vraiment aux personnes qui ont les besoins auxquels vous êtes le mieux à même de répondre. Pourquoi votre client idéal? Bien, parce que c'est plus facile de communiquer spécifiquement, parce que vous saurez mieux où trouver votre client idéal dès lors que vous avez identifié qui est votre client idéal. Donc, vous pourrez ajuster aussi la communication que vous ferez avec lui.
Et puis après, comment définir votre client idéal? Alors, si vous lancez votre activité, eh bien, vous allez partir sur un certain nombre d'hypothèses, que ce soit un style de vie, que ce soit une activité professionnelle si vous vendez à des professionnels, que ce soit une localisation géographique. Vous allez avoir un certain nombre de critères qui vont vous servir d'hypothèse pour définir un premier profil de client idéal. Et puis, au fur et à mesure que vous pratiquez, que votre activité perdure, eh bien, vous aurez un historique. Et à partir de cet historique, vous pouvez aussi voir sur la liste des clients passés, ah ben oui, avec lui, ça s'est super bien passé, donc je vais le mettre dans les clients au top. Avec lui, ça s'est très mal passé, je vais le mettre dans les clients que je ne veux plus avoir. Et vous allez comme ça pouvoir créer 3-4 catégories de clients. Les mauvais clients, les très bons clients, et puis les clients standards. Et puis, charge à vous après d'identifier des critères communs, des caractéristiques communes qui vont vous permettre de dire, ben voilà, un client idéal, il a ce profil-là. Pour renforcer la relation client, il est extrêmement important d'être spécifique dans le type de communication et d'être même au plus proche de la personne, de personnaliser sa communication. Un outil qu'on utilise qui nous permet d'être plus professionnel et plus efficace dans cette démarche, un outil, c'est l'échelle de la fidélité. L'échelle de la fidélité classe les personnes de votre marché cible en fonction du type de relation commerciale que vous avez déjà enclenché avec eux. Et en particulier, bien, sur votre marché cible, il y a des gens qui pourraient un jour être susceptibles d'acheter vos produits, vos biens, vos services. Susceptibles, ça ne veut pas dire que pour l'instant, ils sont en capacité de le faire ou ont besoin de le faire ou envie de le faire. Ça ne veut pas dire qu'ils vous connaissent, au contraire, ça peut être des gens qui ne vous connaissent pas du tout et qui ne sont pas du tout dans le moment présent en position de pouvoir éventuellement vous acheter vos biens et vos services. Mais ceci dit, ils ont un certain nombre de caractéristiques qui vous laissent penser qu'un jour ou l'autre, ces personnes-là pourraient devenir prospects ou clients. Donc, ce sont ce qu'on appelle des suspects. Et il s'avère qu'effectivement, au bout d'un moment, certains de ces suspects peuvent être attirés par un besoin chez eux qui fait qu'ils peuvent se renseigner sur des prestations que vous êtes à même de proposer, auquel cas ils deviennent des prospects. Alors, un prospect qui ne vous connaît pas, c'est toujours frustrant. Donc, l'idée, c'est de se faire connaître auprès des prospects qui cherchent des prestations que vous êtes en mesure de proposer pour qu'ils deviennent vos prospects et que vous puissiez développer par la suite une relation, un début de relation commerciale, en faisant en sorte de les convaincre bien d'accepter une proposition commerciale si vous avez pu en faire une, d'accepter votre devis, en gros d'accepter d'acheter une première fois un bien, un produit, un service que vous pouvez leur proposer. Et ce faisant, bien, ils passeront de statut de prospect à celui d'acheteur. Un acheteur n'est pas encore tout à fait un client dans cette définition-là. Après, charge à vous de l'adapter à votre façon de voir le marketing, mais dans cette définition-là, l'acheteur est celui qui a acheté une fois, mais on considère qu'il n'y a pas encore de relationnel. Il peut très bien être déçu de ce qu'il a acheté et puis ne plus jamais revenir chez vous. On va considérer que quelqu'un devient client dès lors qu'il sait à quoi s'attendre et qu'il le fait sciemment, parce qu'il a déjà acheté une fois chez vous, il revient une deuxième fois. Il a déjà une idée de ce à quoi il peut s'attendre en continuant des transactions commerciales avec vous. Donc, eh bien, ça nous conduit à l'échelon client. Le client est celui qui vous a acheté un certain nombre de fois. Derrière cet échelon-là, il y a celui de membre. C'est un client suffisamment fidèle et passionné presque par votre marque, qu'il peut devenir membre d'une communauté, une communauté des passionnés de votre marque, par exemple. Et donc, c'est l'échelon supplémentaire qui précède celui d'ambassadeur. L'ambassadeur est un membre passionné de votre marque qui va aussi en parler autour de lui et qui sera sans doute votre meilleur vendeur parce qu'il va vous ramener énormément de prospects qui seront déjà quasiment acquis à votre cause. Alors, en fonction de cette échelle de la fidélité, eh bien, vous allez pouvoir classer les personnes avec qui vous êtes en interaction et donc adapter votre communication bien à chacun des échelons. Une des erreurs communément commises dans les entreprises qui font du développement commercial actif, qui font de la prospection,
c'est d'essayer de de faire sauter les échelons trop rapidement à la personne qu'ils ont en face d'eux. Et en particulier, si on a un suspect, on essaie de le faire devenir client, eh bien, on a de fortes chances de se prendre les pieds dans l'échelle ou les pieds dans le tapis parce qu'on veut aller trop vite en besogne. En fait, dans la démarche commerciale adaptée, l'idée, c'est de faire progresser les gens un échelon à la fois. C'est-à-dire faire en sorte que sur une base suspect, on puisse détecter des potentiels prospects pour pouvoir les amener à prendre connaissance avec nos prestations pour que peut-être un jour ils deviennent prospects. Donc, la communication qu'on aura avec eux ne sera pas du tout la même que celle qu'on va avoir avec un acheteur qui a acheté une fois chez vous et qui pourrait mériter de venir une deuxième fois. Cet acheteur va avoir, lui, une communication très spécifique du fait qu'il a acheté une seule fois, la première fois, c'était super, et que vous l'encouragez à revenir une deuxième fois. Et puis, dans cette idée-là, eh bien, un client, le faire passer membre de votre communauté, par exemple VIP, et puis un membre ambassadeur avec des conditions préférentielles, des éléments que vous pouvez mettre à sa disposition pour faciliter le fait qu'il puisse en parler autour de lui, donc des programmes de parrainage, par exemple. Donc voilà, vous allez adapter la communication en fonction de votre base de données. Et c'est ce qui nous permet d'arriver au concept suivant, qui est celui de la base de données. Pour pouvoir être optimum ou optimal dans la communication qu'on va avoir avec nos interlocuteurs, eh bien, il faut pouvoir être en mesure de gérer une quantité d'informations relativement importante, savoir combien vous avez identifié de suspects, combien vous avez identifié de prospects, combien vous avez identifié d'acheteurs, etc., combien vous avez de clients. Et derrière, quel est le type de communication qui peut les intéresser? Eh bien, si vous avez un portefeuille client extrêmement réduit de moins d'une cinquantaine de personnes, ça peut être déjà compliqué, mais il est facile ou possible, ça peut être compliqué, mais il peut être possible d'avoir les informations en tête. Si par contre, dans votre entreprise, vous commencez à être plus nombreux et que vous dépassez les 50 prospects, suspects et clients, eh bien là, il est intéressant de commencer à enregistrer l'information pour pouvoir être plus efficace, plus reproductible et pouvoir avoir une approche structurée et professionnelle au niveau de l'entreprise de sa relation client. Alors, qu'est-ce qu'on y met dans une base de données? Eh bien, ce que vos clients ont acheté, ce qu'ils pourraient acheter, les recommandations qu'ils ont faites, et tout ça, bien sûr, dans le respect du règlement général de protection des données, puisque chacun, en tant que personne, doit avoir accès à ces informations-là. Et puis, la façon dont vous enregistrez l'information est aussi maintenant particulièrement réglementée. Donc, faites en sorte de respecter les consignes du règlement. Mais ceci dit, ce sont des informations qui vous seront très utiles par la suite pour pouvoir avoir une vraie relation avec la personne. Et plus vous aurez une vraie relation avec la personne, avec votre client, plus vous serez au plus proche de ses besoins, de ses envies, de ses centres d'intérêt, eh bien, vous vous rendrez compte que vous serez encore plus à même de respecter le règlement général de protection des données, parce que derrière, il y aura un vrai échange qui va s'instaurer avec votre client et vous ne serez pas simplement en train d'envoyer une communication générale à 100 000 ou 200 000 personnes dans la nature, dans l'espoir qu'il y en ait 3 ou 4 qui viennent frapper à votre porte. Alors, ce qu'ils pourraient acheter, c'est le deuxième point sur cette diapositive, c'est un point important en termes de structuration commerciale aussi dans l'entreprise. Souvent, c'est le dirigeant ou un commercial, un vendeur ou une commerciale qui va avoir la connaissance des besoins du prospect et du client et qui peut anticiper des besoins futurs suite à la première vente. L'important, c'est de garder cette information et tant que le nombre de clients est restreint, c'est là encore relativement accessible. Si par contre le nombre de clients augmente, eh bien, il se peut que ça devienne compliqué, donc il faut que vous puissiez avoir ce système pour enregistrer l'information. Mais il est aussi intéressant de s'appuyer sur l'équipe. Si par exemple vous avez des monteurs sur un chantier qui vont installer, je donne un exemple au hasard, des fenêtres pour un menuisier, eh bien les personnes, les poseurs vont avoir une interaction avec le client. Et eux, même s'ils ne sont pas commerciaux, en fait, ils peuvent très bien avoir une activité commerciale et continuer à renforcer la relation avec le client et puis remonter une information sur des besoins que le client pourrait avoir
à l'avenir par rapport à d'autres ouvertures à travailler ou par rapport à la possibilité peut-être au printemps prochain d'installer des protections, des moustiquaires pour protéger les entrées le moment venu. Donc c'est quelque part une organisation interne qu'il faut mettre en place, aussi bien pour la collecte d'informations, pour le traitement de l'information, mais aussi pour la formation des équipes sur le terrain. Comment vous formez les équipes pour que les équipes puissent aussi être partie prenante de la relation que l'entreprise va pouvoir créer avec ses clients. Alors, afin de pouvoir renforcer la relation client, il faut commencer par établir la relation client et donc veiller à maîtriser le premier contact que vous allez avoir avec votre client. En l'occurrence, le premier contact ne sera pas avec votre client, mais sera avec votre prospect. Et vous savez qu'on dit classiquement que les premières secondes vont déterminer la représentation que votre interlocuteur se fait de vous, l'image qu'il se fait de vous. Et de fait, c'est extrêmement impactant sur le type de relation que vous allez avoir avec lui. Donc, si effectivement c'est un aspect prépondérant, il faut que vous puissiez en tenir compte dans l'approche commerciale et dans le premier contact que vous allez avoir avec votre prospect. Alors là-dessus, on distingue deux approches commerciales classiques, l'approche que j'appelle d'accueil et l'approche que j'appelle de prospection, qui est une approche plus active. L'accueil va consister à recevoir un client dans un magasin ou au bureau, un prospect, accueillir les prospects par téléphone ou réception d'un email parce que le prospect nous a vus sur Internet. Donc, on est dans une position où on va pouvoir répondre. C'est relativement plus simple puisque la personne nous a contactés, donc a émis déjà un intérêt à propos de nos prestations et puis a sans doute une question à laquelle vous pouvez facilement répondre. Donc, c'est une excellente accroche pour pouvoir entamer la relation. En parallèle, les actions de prospection qui consistent à faire des visites à froid, comme on pourrait dire, chez des prospects ou des suspects qui ne nous attendent pas forcément, passer les appels téléphoniques sortant à des prospects qui, là encore, ne nous attendent pas forcément, même si, pour certains, ils peuvent avoir été mis en contact avec notre entreprise par l'intermédiaire d'un bon client qui leur a parlé de nous. Mais n'empêche que cette action volontaire de contact commercial liée à la prospection n'implique pas du tout la même posture en termes de prise de contact en termes commerciaux. Et donc, prendre ça en considération, c'est important. Et en l'occurrence, parce que lorsqu'on est en prospection, on n'a pas l'accroche de la question du prospect que le prospect en question nous avait présenté lorsqu'il avait pris contact avec nous par email ou par téléphone. Donc, il va falloir trouver l'accroche qui va bien. Et dans ce cadre-là, la préparation, l'entraînement, la mise en place d'un processus de prospection étudié est essentiel pour pouvoir avoir aussi une approche professionnelle de la vente. Alors, comme le dit Garcia Moon sur les relations, toute relation sans un centre d'intérêt commun est vouée à un certain échec. Quand on veut avoir une relation commerciale forte avec un client, il faut pouvoir être en mesure de répondre aussi à son centre d'intérêt. Et l'importance de la première phase dite de découverte en approche commerciale est forte. Et il va falloir aller chercher quels sont les besoins du prospect et quelles sont ses attentes. Il peut y avoir d'ailleurs des fois des écarts entre les besoins et les attentes. Charge à nous de répondre et de faire une offre sur les attentes, mais de faire en sorte que ce qu'on vend englobe à la fois et les attentes et surtout les besoins. Sinon, le client peut découvrir après coup que finalement, ce qu'il a acheté, ça ne correspondait pas tout à fait à ce dont il avait besoin. Donc, l'importance de la phase commerciale de découverte est forte, est essentielle pour pouvoir après établir une bonne relation avec le client et renforcer par la suite cette relation avec le client. Et la notion du script est un élément essentiel aussi dans l'entreprise. Il faut mettre en place des scripts. C'est comme dans un film, il y a des scripts pour les acteurs et plus le film est réussi et plus l'acteur est bon et plus il s'appuie sur des scripts qui ont été étudiés au préalable
Eh bien, au niveau commercial, c'est pareil. Un mauvais script et une personne qui maîtrise mal les scripts, ben, ça va forcément avoir des résultats désastreux pour certains, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire de script. Ça veut dire qu'il faut faire des bons scripts et puis se les approprier de la bonne manière. Alors, je disais en introduction que les premières secondes sont souvent importantes pour orienter le type de relation qu'on va avoir avec le client. Je dirais que oui, ça va conditionner, mais ce n'est pas suffisant pour construire vraiment une relation. Pour construire vraiment une relation, on va considérer qu'il faut peut-être 3 ventes. C'est-à-dire que vous allez pouvoir commencer à avoir un bon niveau de relation avec un client dès lors qu'il y a une récurrence. Alors, dans les secteurs du bâtiment où vous pouvez mettre 1 an avant de construire une maison, il est certain que vous n'allez pas attendre 3 maisons avant de vous dire « ça y est, j'ai un bon niveau de relationnel avec mon client ». En fait, ce qu'on va considérer, c'est qu'il faut 3 échanges approfondis minimum avec le client pour pouvoir avoir un bon début de relation avec lui. Alors, classiquement, ça peut correspondre à 3 ventes et dans certains secteurs d'activité, voilà, ce ne sera pas forcément 3 ventes, mais dès lors qu'on a 3 échanges approfondis avec le client, eh bien là, on va pouvoir commencer à parler vraiment de relation client. Et une fois qu'on a établi la relation client, eh bien, il faut garder le contact avec le client pour pouvoir bien entretenir et faire grandir cette relation qu'on vient avec lui. Et donc, il va être important de multiplier les points de contact. Et pour ça, on peut s'appuyer sur différents supports à notre disposition pour pouvoir échanger de différentes manières avec ce client. Alors, ça peut être une carte, ça peut être un courrier, la carte de remerciement après un premier achat. Ça peut être un emailing, ça peut être une visite sur place, ça peut être les lettres d'information appelées newsletter. Ça peut être un coup de téléphone. Alors, idéalement, il faudrait appeler sa base de données ou sa base client 2 fois par an. Même si vous laissez juste un message, si la personne ne répond pas, il n'y a pas besoin de les harceler, mais vous laissez un message et un message personnalisé qui permet de rester en contact avec la personne. Vous pouvez envoyer des SMS, vous pouvez communiquer via les réseaux sociaux, vous pouvez créer des groupes sur des réseaux sociaux, Facebook ou LinkedIn ou autres. Vous pouvez faire des sorties, des invitations. Vous pouvez aussi travailler par groupe restreint sur Messenger ou sur WhatsApp. Donc, il y a plein de supports qui existent qui vous permettent comme ça de varier les points de contact avec vos clients pour pouvoir renforcer la relation. Et vous verrez aussi que eh bien, le support, ça ne suffit pas, mais il faut avoir une opportunité d'en rentrer en contact avec votre client. Si vous l'appelez en disant « Oh, bonjour Robert, c'est Jimmy d'Action Coach, comment ça va ?» Le client va dire « Oui, ça va, merci ». Et puis, on va en rester là. Si par contre, je l'appelle et puis je lui fais part d'un événement qui me semble être parfaitement en lien avec ses centres d'intérêt ou ce dont il a besoin, eh bien là, je vais pouvoir avoir moyen d'échanger avec lui de manière plus personnalisée et on aura la possibilité d'instaurer un vrai échange par téléphone. Donc, différentes opportunités qu'il vous faut déterminer avant de prendre contact pour apporter du contenu à votre échange. Alors, ça peut être le premier achat, l'envoi d'une carte de remerciement après le premier achat, super opportunité. Ça peut être le suivi du premier achat pour prendre de l'information sur comment la personne a pu appréhender la mise en route d'un produit, d'un bien, d'un service ou comment la personne utilise pour la première fois et prend en contact avec cette première utilisation. Ça peut être le deuxième ou le troisième achat. Et à chaque fois, vous allez faire une communication personnalisée. Ça peut être aussi un événement annuel, Noël, Saint-Valentin, la fête des mères. Ça peut être la fidélité de votre client, qui est l'occasion. Ça fait déjà 3 ans que vous êtes notre client. Et il était important pour nous de vous remercier. Voilà, à vous de trouver après les opportunités. Ça peut être le volume d'achat, ça peut être l'anniversaire, ça peut être les évolutions de vos produits, les mises à jour de vos logiciels si vous êtes en informatique. Ça peut être l'intégration à un programme VIP. Et si vous construisez votre programme VIP pour les membres, c'est-à-dire vos meilleurs clients, eh bien, intégrer dans ce programme VIP quelque chose d'exceptionnel, quelque chose qui va faire la surprise et qui va créer l'émotion. Là encore, vous allez renflouer quelque part le compte émotionnel chez votre client. Mais il est important dans les programmes VIP d'y intégrer quelque chose d'inattendu et qui ait une vraie valeur émotionnelle pour votre client.
La saison aussi peut être une opportunité de rentrer en contact avec vos clients. Alors, vendre encore, c'est aussi un moyen de renforcer la relation client parce que plus vous allez vendre, plus vous allez avoir de points de contact avec votre client et donc vous allez avoir plus d'opportunités de renforcer cette relation client. Et réciproquement, plus vous allez renforcer la relation client, plus vous allez favoriser les points de contact à travers des ventes répétées. Mais dans cette notion de vente, si vous le voyez dans l'optique de renforcer la relation client, vous allez pouvoir établir des offres qui seront particulièrement pertinentes pour vos clients. Alors, ça peut être des offres tarifaires, ça peut être des offres de produits, ça peut être des offres de services. L'important, c'est d'élargir sa gamme, de mettre l'ensemble de ces prestations à plat et de voir qu'est-ce qui peut être fait en complément qui nous permettrait d'augmenter la relation avec nos clients, de renforcer cette relation avec nos clients. Ça peut être aussi dans votre processus commercial. Prendre rendez-vous pour une prochaine visite au sortir d'un salon de coiffure, ça peut être aussi simple que ça. Ça peut être programmer des achats futurs si jamais vous savez qu'il y a des pièces à changer au bout de 6 mois, au bout de 3 mois, s'il y a des consommables à prévoir, vous pouvez déjà le programmer au préalable ou lors du premier achat. Programmer les achats futurs, c'est aussi le principe derrière des abonnements notamment sur des services Internet. Vous pouvez les essayer pendant un mois parce que vous avez un besoin ponctuel, mais déjà vous intégrez le numéro de votre carte bleue et même si vous pouvez résilier le programme, votre achat du mois suivant, il est déjà programmé. Donc voilà, ça peut faire partie de votre parcours commercial. Vous pouvez faire une offre sur le prochain achat. Dans un restaurant, vous venez une première fois, le patron ou le chef vient vous voir, vous demande comment ça s'est passé, et puis il dit « Ah, ben, ça me ferait plaisir de vous revoir. La prochaine fois, voilà, tenez ma carte. La prochaine fois que vous revenez, c'est moi qui vous offre l'apéritif. » Voilà, donc c'est une offre sur le prochain achat. Ça permet comme ça d'initier et de renforcer la relation client. Ça peut être l'organisation de vente privée aussi. Donc voilà, plein d'offres qui sont importantes dans le cadre aussi de la multiplication du nombre de contacts que vous allez avoir avec votre base client, avec vos clients. Dans le cadre de la relation client et de comment renforcer cette relation client, j'avais évoqué dans le titre la co-construction d'une offre. Et en gros, comment on est passé il y a 50 ans, voire plus, d'un marché de masse à marché plutôt segmenté et maintenant à de l'ultra-personnalisation. Le marché de masse ne fonctionne plus et toutes les orientations marketing sont de plus en plus ciblées, alors que ce soit de manière relativement centrée sur le produit. Alors, un spécialiste, quelqu'un qui fait du ski, quelqu'un qui fait du skateboard, du ski nautique, peut avoir une notion très précise de son besoin particulier par rapport à un objet, un outil ou un élément qui lui permettrait de pratiquer son activité et peut devenir producteur. Donc, et produire cet outil. Donc, ça se voit sur un certain nombre d'éléments. Et je prends l'exemple du skateboard, ça a été l'origine de, je crois, DC Shoes, donc les chaussures DC qui sont parties justement des caractéristiques nécessaires pour faire du skateboard et qui ont connu un succès parce que c'était un produit qui était très, très, très adapté à l'utilisation qui en était faite. Et en fait, la renommée du produit s'est étendue après à plein de gens qui ne font pas du tout de skateboard. Les études de marché sont aussi des moyens de commencer à s'intéresser à ce dont nos clients pourraient avoir besoin pour adapter son offre. Et quand on va un peu plus loin, eh bien, on peut s'intéresser à ce que pensent nos clients actuels. C'est ce que fait par exemple la marque Asphalt, qui envoie des questionnaires qui interrogent les clients sur tel ou tel type de vêtements pour pouvoir construire, créer les modèles suivants en fonction des retours de ses propres clients. La personnalisation en cours de fabrication, c'est quelque chose qui était déjà utilisé notamment par les constructeurs automobiles. Alors, de façon relativement standard et industrielle avec des options. On peut choisir le pack dégivrage ou l'éclairage anti-brouillard, ou au contraire, on peut choisir l'absence de ces options-là. Ça reste relativement restreint, mais il y a un début de personnalisation. Et puis, ça a été plus loin ces dernières années avec le choix spécifiquement de la couleur du toit qui ne sera pas la même que la couleur des portières. Donc, on a une personnalisation qui fait rentrer le client de plus en plus en amont de la chaîne de production.
Et quitte à le faire rentrer dans la chaîne de production, c'est ce que fait IKEA lorsqu'il demande à ses clients de finir la production eux-mêmes, en montant les meubles. Donc voilà, donc là, IKEA intègre les clients dans la chaîne de valeur. Et il y a un relationnel relativement fort des acheteurs de meubles IKEA avec la marque. Et c'est parce que justement, il y a comment dire, ce début de co-construction, alors de l'offre, entre guillemets, là, tout au moins du produit. Alors, produire sur cahier des charges, eh bien, c'est un peu le cas notamment des constructeurs dans le bâtiment. Donc, les réponses sont personnalisées en fonction des attentes des clients. Mais si on va plus loin aussi, eh bien, on peut co-construire le cahier des charges avec le client. Et les bureaux d'études peuvent travailler avec des constructeurs pour permettre aux constructeurs de personnaliser encore plus les propositions de construction, ou dans l'informatique, co-construire le cahier des charges d'un site Internet permet comme ça de rentrer au plus près des besoins de ses clients et de renforcer la relation client que l'on peut avoir avec ses contacts. Donc voilà un certain nombre de sujets sur lesquels vous pouvez avancer qui doivent nous amener à la conclusion de ce webinaire, la conclusion qui correspond au titre, comment trouver 1001 tactiques pour renforcer la relation client. Eh bien, je vous invite à user de votre créativité et puis d'un peu de méthode. Alors, la méthode, c'est assez simple. On a vu différents points de contact et différents éléments qui permettent comme ça d'avoir des points de contact avec ses clients. Eh bien, identifiez-vous 10 occasions de renforcer la relation que vous pouvez avoir avec les clients. Vous savez, ça peut être Noël, ça peut être l'anniversaire, ça peut être le premier achat. Voilà, vous pouvez lister 10 occasions de renforcer la relation client. Vous pouvez aussi lister 10 supports pour être mis en contact, que ce soit courrier, carte postale, SMS, téléphone, visite, etc. Donc 10 supports, 10 médias pour être en contact, pour initier l'échange avec votre client. Donc identifiez 10 supports. Et puis vous pouvez lister 10 offres possibles que vous pouvez faire pour vos clients. Et si vous avez 10 occasions de renforcer la relation avec 10 supports pour être mis en contact, ça vous fait déjà une centaine de tactiques que vous pouvez déployer. Et si vous avez 10 offres en plus, eh bien, ça vous fait 10 fois 10 fois 10, ça vous fait 1000 possibilités d'action. Et donc, la possibilité, au final, eh bien, de sélectionner parmi ces 1000 possibilités. Alors, vous n'allez pas les faire, les 1000, bien sûr, au moins la première année, mais vous allez peut-être en identifier 20 ou 30 parmi ces 1000 qui seront le plus adaptés à votre plan d'action annuel. Et ça vous donnera en fait la 1001e tactique à mettre en place pour renforcer votre relation client. Cette 1001e tactique correspond à la construction de votre plan annuel. Faites en sorte de professionnaliser votre démarche marketing et commerciale en ayant un plan de communication annuel qui va intégrer tout ce que vous allez faire en termes de communication générale, quel type de courrier, quel type de SMS, quel type de visite, quel type d'opportunité. Voilà, tout ce qu'on a vu, vous pouvez commencer à le programmer sur l'année et vous en serez que beaucoup plus efficace parce qu'il y aura une cohérence annuelle et puis vous pourrez aussi mobiliser vos équipes sur un plan de communication qui sera cohérent pour l'entreprise. Au sein de ce plan de communication, vous allez peut-être communiquer pour certains segments de marché, pour certains groupes de personnes, notamment sur votre échelle de la fidélité. Vous allez pouvoir segmenter votre communication. Mais après, les échanges que vous aurez en individuel avec vos clients, par exemple, si vous faites une visite client, vous êtes un expert comptable que vous allez visiter pour la remise du bilan, eh bien, votre client chef d'entreprise, vous allez échanger un certain nombre d'informations. Ça, vous n'allez pas le gérer dans votre plan de communication général, mais ceci dit, il va falloir que vous puissiez enregistrer ces informations-là pour pouvoir après gérer la relation que vous allez avoir avec votre client. Donc voilà, gérez à part les mises à jour concernant les échanges individuels, mais établissez votre plan de communication général. Et veillez au bon équilibre du compte émotionnel, veillez à toujours alimenter ce compte émotionnel pour faire vivre une expérience exceptionnelle à vos clients. Et c'est comme ça que vous pourrez renforcer la relation que vous aurez avec eux. Voilà, pour conclure, une citation assez simple que j'aime bien de Maya Angelou. Les gens vont oublier ce que vous avez dit ou ce que vous avez fait, mais jamais ce que vous leur avez fait ressentir. Donc, dans votre plan d'action marketing, dans votre plan de communication, veillez à générer toujours de l'émotion positive. Voilà, quelles sont les émotions que vous allez faire procurer ou procurer à vos clients. Construisez votre plan d'action, en particulier pour l'année à venir.
ou ajuster celui que vous aviez fait il y a quelques mois si on est en cours d'année. Faites une liste de 5 actions que vous devez conduire dès aujourd'hui. J'espère que le webinaire vous aura inspiré sur un certain nombre de points. Listez 5 actions que vous pourrez conduire aujourd'hui. Et puis après, si vous souhaitez approfondir, bien vous pouvez aussi poser questions et réponses. Alors là, maintenant, ou alors, si vous souhaitez quelque chose de plus personnalisé, vous pouvez m'envoyer un mail à l'adresse suivante, nginibeto@zenessor.fr. Voilà pour aujourd'hui. Je suis arrivé à aborder, je pense, un certain nombre de concepts qui ont trait à cette relation client et comment la renforcer. J'espère que cela vous a inspiré, que vous avez pu en sortir des éléments pour vous. Et je reste à votre disposition pour tout complément si besoin. En tout cas, merci à vous pour avoir regardé ce webinaire jusque-là. Et je vous souhaite une belle journée. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.